cœur. Mon nom est Didier Orméjus et cette semaine au podcast, je vais recevoir Joey Alfieri, animateur de radio à TSN, oui, pour la station TSN Radio, en compagnie de Joey. On va faire un retour sur le dernier match des Alouettes. Ça avait lieu à Toronto au cours du week-end contre les Argonauts. On va bien sûr faire un tour d'horizon de la troisième semaine d'activité. Qu'est-ce qui a retenu notre attention du côté de la NFL? Et ensuite, Marc-André Chaloux va venir y aller de ses conseils fantasy football en vue de la quatrième semaine d'activité déjà du côté de la NFL. Bon, on va commencer avec Joey et revenir sur cette défaite des Alouettes de Montréal contre les Argonauts de Toronto. Joey, comme je le disais, bon, la rencontre avait lieu vendredi soir plutôt, à Toronto. Encore une fois, pour deuxième semaine consécutive, les Alouettes se sont inclinés. Et pour une deuxième semaine de suite, moi, j'ai pas l'impression que c'est la meilleure équipe qui a gagné. C'est tout simplement la formation qui a commis le moins d'erreurs non provoquées. Écoute, dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé justement de cette rencontre? Qu'est-ce qui a retenu ton attention de ce match? Encore une fois, c'est un manque d'attention aux détails, aux petites choses, parce qu'ils ont quand même bien bougé le ballon en attaque. Je pense qu'ils avaient 560 verges d'attaque nette à la fin de la rencontre. Ils ont bien couru le ballon. William Steinbach connaît une saison incroyable, mais encore une fois, c'est les erreurs au moment où tu ne peux pas en avoir. Et cette fin de première demi, c'est inacceptable en attaque de lancer cette interception-là, c'était Vernon Adams, et en défense, de te faire battre par Chandler Worthy dans la zone des buts, alors il y avait une couple de secondes qui restait à la demi. C'est des choses qui sont inacceptables. Et en défensive, je pense qu'ils sont rentrés dans ce match-là avec le mauvais plan de match. Ils ont essayé d'avoir un front 30 et ça n'a jamais fonctionné. McLeod Bethel-Thompson avait beaucoup de temps pour décocher des passes. Donc, en attaque, je ne pense pas que c'est un problème de coaching. Je pense que c'est un problème d'exécution de la part, pas juste du corps arrière, mais des receveurs aussi. Il faut saluer le travail de la ligne à l'attaque et de William Steinbach. Mais en défensive, moi, je pensais que c'était vraiment le mauvais plan de match et ça s'est vu pendant les quatre quarts. Ouais, à chaque fois qu'on y allait avec ce front, avec seulement trois joueurs, comme tu disais, Yeah. Bethel Thompson avait le temps, il était en mesure de repérer un de ses receveurs de passe. La pression se rendait jamais à lui, puis on a continué d'utiliser ce front-là. Une fois que ça n'a pas marché durant le premier quart, ça, c'est une partie du plan de match qu'on aurait dû tout simplement, du côté du coordinateur de la défense, Byron Miles, jeter aux poubelles. Mais ce sont les erreurs non provoquées qui continuent de faire mal aux Alouettes. Oui, Vernon Adams a été victime de 2 interceptions. Tu as parlé de l'interception dont il a été victime à la fin de la première demi. Écoute, on a accordé 2 touchés en moins d'une minute avant de retraiter au vestiaire à la mi-temps. C'est là que le match s'est joué, là, à la fin de la première demi, tant qu'à moi. Ben, ensuite de ça, il y a B.J. Cunningham qui a été victime d'un Ouais. échappé près de la zone des buts. Les Alouettes s'en allaient fort probablement inscrire un touché parce que, comme tu l'as dit, lorsque tu regardes les statistiques après la rencontre, ça a été nettement à l'avantage des Alouettes, mais ça avait été le cas également la semaine précédente contre les Lions de la Colombie-Britannique. Et les revirements font mal, oui, les pénalités font mal, mais lorsque le carrière est victime de 2 interceptions par match, comme ça a été le cas lors des 2 dernières rencontres, ça devient très difficile là, de l'emporter. Puis on est chanceux qu'on jouait contre une très mauvaise équipe de Toronto. Moi, j'étais sur les lignes de côté au BMO Field. C'est pas une bonne formation, d'autant plus qu'elle était privée des services d'Enoch Mwamba, de Cameron Judge, bien sûr, 2 excellents secondaires de ligne. Donc ça a aidé le jeu au sol des Alouettes. Mais Montréal aurait dû gagner ce match-là. Les Alouettes étaient clairement la meilleure équipe. Ce sont les bévues qui ont coulé leur navire. Toi, est-ce que tu penses que c'est des choses qui peuvent être corrigées, en particulier du côté du carrière, du côté de Vernon Adams, qui lui, écoute, il a amassé plus de 300 verges par la passe, ça allait bien, on était avec un plan de match avec des courtes passes, on a utilisé le jeu au sol, mais est-ce que Vernon est assez fort mentalement pour être le carrière partant? Je pose la question puisque lui-même en a parlé ouvertement au début de la saison. Il a dit qu'il ressentait la pression de son nouveau contrat et du fait que tout le monde s'attendait à ce qu'il connaisse une brillante saison comme il l'avait fait en 2019. Ben, moi, écoute, j'ai toujours dit que le poste de quart, c'est pas juste le poste le plus important au football, mais moi, c'est au sport en général. C'est la position qui est
la plus tough à jouer, en mon opinion. Euh, Moi, sur mes équipes préférées, je ne suis pas directeur général, là, mais sur mes équipes préférées, quand je regarde la manière que certaines de ces équipes sont bâties, le corps arrière, il ne peut pas être hyper émotif. Quand les choses vont bien, tu ne peux pas être trop émotif. Quand les choses vont moins bien, tu ne peux pas être down in the dumps, comme on dit en anglais. Même quand ils ont battu Ottawa à la fin du match, il a fait une entrevue avec TSN sur le terrain et il avait les larmes aux yeux. Il était vraiment émotif. Il disait qu'il avait besoin de ce match-là pour sa confiance. Et OK, oui, c'est bon, ils ont marqué 51 points dans ce match-là, mais on dirait que c'est trop émotif. C'est comme un roller coaster d'émotions avec lui. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu en 2019. Il y avait des moments où il était très émotif. Tu t'en rappelles, en fin de septembre, quand ils ont eu cette remontée, la plus grande remontée des histoires des Alouettes en 2019 contre Winnipeg, il avait lancé le casque d'Adam Bighill dans Ouais, sa ouais, ouais. face. Et il y avait des moments dans la saison où il était devenu très, très émotif et ça aurait pu faire mal aux Alouettes, mais ça ne l'a pas fait mal. Cette année, on dirait que je sais pas pourquoi il aurait un manque de confiance. De tout ce qu'on a vu, il a pris la saison morte, toute la saison 2020. Il a bien travaillé pendant la saison morte. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais on dirait que cette année, c'est les émotions il en arrache avec ça. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. C'est parce que, tu sais, moi, pendant le match, on m'écrivait sur Twitter, ah, c'est le temps d'aller avec Matthew Schultz. Je m'excuse, mais Matthew Schultz, c'est pas la Non, non, réponse. Cette année, non, là, non. c'est Vernon Adams ou c'est rien pour les Alouettes. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Il a le talent. C'est pas une question de talent physique qui lui manque. Mais c'est comme tu dis, c'est entre les oreilles, c'est le mental. Et c'est ça qui m'inquiète un peu. Là. À 2 et 4, les choses vont pas bien. Est-ce qu'ils sont capables de tourner ça rapidement contre Hamilton? Parce que tu ne peux pas juste battre Ottawa dans une saison. Je sais qu'ils vont jouer Ottawa 3 autres fois, là, mais si tu as besoin d'autres victoires à quelque part, et ils n'ont pas encore battu une bonne équipe. Ils ont battu Edmonton la deuxième semaine. Edmonton était un désastre et Ottawa, ils ne sont pas bons. Donc, il va falloir que tu battes une bonne équipe à un moment donné. Ouais, non, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme tu l'as dit, ça, c'est un bon point. Peu importe, victoire ou défaite, les meilleures carrières gardent le même tempérament. Ils ne s'emportent pas dans la victoire, ils ne s'en font pas trop lorsque l'équipe perd. Puis ça, Anthony Calvieux était comme ça, Mike Riley est comme ça, Ricky Ray était comme ça. Puis là, moi, lorsque j'ai interviewé Vernon après la rencontre, là, il était trop émotif. Comme tu l'as dit, après la victoire à Ottawa, il était très émotif. C'est à la suite de la victoire, il avait presque les larmes aux yeux. Il était tellement soulagé d'avoir connu un bon match. Là, c'était l'inverse. Il était très émotif, mais là, il était fâché. Je lui ai posé une question très simple, juste de m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé lors de la deuxième interception. Puis là, il se met à péter sa coche. Il doit apprendre à garder son tempérament au même niveau que lorsque les choses vont bien ou lorsque les choses vont mal. Là, à 28 ans, il n'est toujours pas en mesure de le faire. Qu'est-ce qui est déplorable? C'est que les Alouettes ont une fiche de 2 victoires et 4 défaites. Et maintenant, ils sont à 4 points des Argonauts et du deuxième rang à la suite de leur revers. Et là, les 4 prochaines rencontres sont contre des équipes de l'Est. La saison, elle se joue là, là. Au cours du prochain mois, Joey, il n'y a pas de doute que la saison va se jouer là. Et comme ça dit, heureusement qu'on va affronter Ottawa à plusieurs reprises. Mais moi, j'ai hâte de voir le genre de performance qu'on va offrir samedi à Hamilton contre les Tiger Cats. Encore une fois, si on peut éviter les revirements à la position de carrière, ça devrait grandement améliorer les chances des Alouettes de l'emporter. Rapidement, les Alouettes sont allés d'un congédiement. Ils ont remercié l'entraîneur de la ligne défensive, Todd Howard. Ça m'a surpris, étant donné que la ligne défensive joue bien, joue très bien même depuis le début de la saison. Mais je pense que c'était plus un conflit de personnalité qu'Howard avait avec d'autres entraîneurs au sein du groupe d'entraîneurs. Je ne crois pas qu'il utilisait les stratégies qu'on lui demandait de faire. Alors, c'est donc Greg Quick qui était adjoint aux unités spéciales qui sera maintenant en charge de la ligne défensive. Alors, on va y aller du côté de la NFL, Joey, maintenant, parce qu'on a beaucoup de pain sur la planche, naturellement. La troisième semaine d'activité s'est terminée lundi soir avec le duel entre les Eagles de Philadelphie et les Cowboys de Dallas. Les Cowboys ont emporté assez facilement. Alors, on ne va pas parler vraiment de cette rencontre. Ce que j'ai à dire, c'est que Jalen Hurts
Je ne suis pas convaincu qu'il va être le carrière des Eagles pour les années à venir et sa performance d'hier a juste renforcé ce que je pensais à son sujet. Un autre bon match de la part de Dak Prescott. Mais on va commencer en parlant, oui, de la rencontre qui mettait aux prises les Chargers aux Chiefs de Kansas City, parce qu'on commence à avoir un portrait, là, après 3 semaines d'activité, de quelles sont les bonnes équipes et les moins bonnes. Ça a été tout un match, une victoire par la marque de 30-24 des Chargers. Là, c'est le monde à l'envers. Les Chiefs sont au dernier rang de la section Ouest du côté de l'association américaine. Oui, on parlait de revirement pour les Alouettes, mais écoute, c'était la même chose dimanche pour les Chiefs. La première interception de Patrick Mahomes était déviée, mais la deuxième, je ne sais pas ce qu'il a vu, ils essayaient d'en faire trop, mais Tyreek Hill avait un échappé aussi. Clyde Edwards-Helaire, même s'il a connu un bon match, a eu un échappé aussi. Et écoute, c'est des petites choses, mais c'est des grandes choses que les Chiefs ne faisaient pas. Même l'année passée, il y a 2 ans, on n'est pas habitué de voir cela. Et là, ça fait 2 semaines de suite, Didier, que la défensive adverse enlève Tyreek Hill. Il est toujours en double Mhm. couverture. Il n'est pas disponible autant pour Patrick Mahomes. Et là, je sais qu'ils vont jouer contre les Eagles, donc ils n'auraient pas de problème à mettre la balle dans les mains de Tyreek Hill. Mais il va falloir trouver une manière d'assurer que Tyreek Hill est dans le match, est impliqué dans le match, parce que sans lui, ils en arrachent un peu. La première demi, c'était pas très beau. Et que dire de Justin Herbert? Écoute, une grande performance, deuxième année dans la Ligue. Il a connu une saison incroyable l'année dernière. Et là, il s'en va à Arrowhead. Il lance 4 passes de toucher, une passe de toucher en fin de match pour donner l'avance à son équipe. Écoute, c'était vraiment une performance très, très, très intéressante pour Justin Herbert sur la route, à un environnement assez difficile. Tu ne peux pas gagner facilement à Arrowhead. Il va falloir être parfait. Et il n'était pas parfait, mais c'était quand même proche. Oui, pour en revenir à ce que tu disais au sujet de Tyreek Hill, tu as raison. Clairement, là, les Ravens de Baltimore, c'était leur priorité d'arrêter Tyreek Hill. Ils ont été en mesure de le faire. Ils ont gagné le match. Ça a été la même Mhm. chose pour les Chargers. Euh, mais également, si tu regardes le groupe de receveurs des Chiefs, j'en parlais au début de la saison, on n'a pas de profondeur. OK, oui, tu as Tyreek Hill, tu as Travis Kelce, lui, c'est un ailier rapproché. Mais après ça, tu as Pringle, tu as Hardman, mais ce pas des joueurs sur lesquels tu peux te fier de Ah, produire avec conscience. C'est la raison pour laquelle, là, il semble, selon ESPN, qu'on va mettre sous contrat Josh Gordon. Je ne crois pas que ça va être la solution de ce problème-là, mais ça nous démontre vraiment à quel point on n'a pas nécessairement de la profondeur à la position de receveur du côté des Chiefs de Kansas City. Trouver une statistique intéressante. Depuis le 1er novembre 2020, Joey, les Chiefs ont gagné seulement un match par 6 points ou plus. Donc, wow. c'est une équipe, à cause de la défense en particulier, qui n'est pas capable d'arrêter personne. Ça fait en sorte qu'on se retrouve tout le temps dans des matchs serrés. On était incapable de couvrir Mike Williams. C'est la raison pour laquelle l'entraîneur-chef des Chargers, Brandon Staley, après le match, il a dit, ben, j'ai pas hésité à parier en 4e et 9 parce que je savais qu'ils Mhm. n'étaient pas capables de couvrir Mike Williams. Il a eu raison, on a converti le 4e essai et 9 et Mike Williams s'est amusé face à la tertiaire des Chiefs. Alors, tant que la défense ne va pas mieux jouer, puis je ne sais pas si elle sera en mesure de le faire, il manque des joueurs, notamment un Frank Clark, mais tant que la défense ne va pas mieux jouer, ça va être du pareil au même pour les Chiefs de Kansas City. Le match que j'avais le plus hâte de voir au cours du week-end, ça mettait aux prises les Buccaneers de Tampa Bay aux Rams à Los Angeles. C'était un avant-goût possiblement du match de championnat de l'Association nationale. C'était une victoire par la marque de 34-24 à des Rams. Et Joey, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, la marque finale est trompeuse parce que les Rams étaient clairement la meilleure équipe sur le terrain. Ils ont été en contrôle du match du début jusqu'à la fin. Oui, absolument. Et ce qui me fait peur encore plus, là, si je suis le reste de la conférence, c'est que j'ai écouté le football du lundi soir avec Peyton et Eli, et leur invité du premier quart était Matthew Stafford. Et Stafford expliquait que l'attaque n'est pas encore au niveau qu'ils veulent être. Il continue à apprendre l'attaque.
Et écoute, je m'excuse là, mais la connexion qu'il a avec Cooper Cup, c'est spécial. Même, écoute, je pense qu'il a fini avec 67 verges, là, mais même Sonny Michel, contre ce front-là de Tampa Bay, qui ne donne d'habitude, il ne donne pas beaucoup de verges au sol, je trouve qu'il a quand même assez bien couru. Ils ont relativement bien couru le ballon sans Darrell Henderson. Donc, si l'attaque des Rams n'est pas au niveau encore, là, si c'est encore, ils veulent faire encore plus de progrès, écoute, je ne sais pas ce que ça va donner en fin de saison, là, mais pour ce qui me concerne, je trouve que c'est une équipe qui est le fun à avoir joué. Et en défensive, ils ont fait ce que tu dois faire contre Tom Brady. Il faut que tu aies de la pression dans la milieu. Il faut que tu le sortes de la pochette un peu. C'est là qu'il est moins confortable et c'est ça qu'ils ont fait. Et quant à Aaron Donald, c'est très facile de faire ça, mais en défensive, ils ont eu le bon plan de match. En attaque, je trouve qu'ils ont été efficaces. Et ça va être difficile d'arrêter les Rams cette année. Oui, ben écoute, les Rams, oui, moi je suis d'accord avec toi, c'est difficile de les arrêter, surtout lorsque tu as DeSean Jackson qui, à 34 ans, semble toujours être un des joueurs les plus rapides de la NFL. Je ne sais pas s'il va être en mesure de rester en santé. Mais il a connu Ouais, un fort match, il aurait pu marquer deux autres touchés. Mais la défense des Buccaneers, elle est décevante. Moi, je croyais vraiment qu'elle allait être une des meilleures yeah, unités défensives de la NFL. C'est que Jason Pierre-Paul ne jouait pas. Mais quand même, on se rend compte que la tertiaire n'est pas capable de couvrir yeah, personne. Parce que souviens-toi, lors de la première semaine d'activité, Dak Prescott avait passé pour plus de 400 verges, si je me souviens bien, contre la défensive des Bucks. Si la ligne défensive, si le front défensif n'est pas en mesure d'appliquer de la pression sur les cas adverses, les Buccaneers ne sont pas capables de couvrir. Alors, la ligne défensive doit masquer cette tertiaire qui est déficiente depuis le début de la saison. Et tu as parlé, bon, du fait qu'on a été en mesure de déranger Tom Brady. Brady a quand même passé pour 400 verges, mais une des raisons pourquoi on l'a dérangé, c'est qu'on n'avait pas d'attaque au sol. 13 courses ouais. pour 35 verges du côté des Bucks. Et c'est Tom Brady qui a été le meneur au sol des Buccaneers. Donc ça ne peut pas arriver. Ça peut justement simplement pas arriver. Oui, Ronald Jones, oui, Leonard Fournette, la ligne à attaque, elle fait quoi au niveau du blocage au sol? Alors, il ne faut pas partir en peur avec les Buccaneers, demeure une des meilleures équipes de la NFL, mais on se doit de rectifier notre jeu au sol, surtout que la défense a beaucoup d'ennuis contre la passe. Donc, on se doit de rectifier ça si on veut connaître du succès. Mais pour l'instant, écoute, les Rams, après 3 semaines d'activité, moi, j'avais choisi les Buccaneers pour retourner au Super Bowl, mais présentement, on verra dans un Ouais. mois, dans 2 mois, les Rams sont la meilleure équipe de l'association nationale. Bon, on va se transporter du côté de l'américaine. Il y avait un duel entre les Dolphins de Miami et les Raiders à Vegas. Vegas a gagné 31-28 en prolongation. Ça a vraiment été un match bizarre parce que les Raiders contrôlaient la rencontre, mais ils ont tiré de l'arrière à la suite d'une interception retournée pour un toucher. En tout cas, ça pour dire que les Raiders ont maintenant une fiche de 3-0 pour la première fois depuis 2002. Ça, c'est la dernière année où ils ont participé au Super Bowl. Je te pose la question, est-ce que tu crois que les Raiders vont tenir le coup après un très bon début de saison là, avec 3 victoires en 3 matchs? Non. Je pense que tout simplement, Pourquoi? je vais te dire tout de suite là, que même on vient de parler des Chiefs, à 1-2, les Chiefs, 3 victoires, aucune défaite. Les Raiders, moi, je pense que les Chiefs vont finir avec plus de victoires que les Raiders. Je te le dis tout Ah de ouais? suite. Mais pourquoi? Oui. Dis-moi là pourquoi. Je sais pas, je suis pas convaincu encore des Raiders. C'est un très, très bon début de saison pour Derek Carr, mais on dirait qu'à chaque année, il connaît des gros matchs, mais il y a un manque de constance là. Même chose avec la défensive. J'aime bien le front défensif. En défense, ils sont capables de réussir des gros jeux, des gros moments dans des matchs, mais je sais pas, cette défensive-là, elle m'inspire pas confiance. Donc, peut-être que j'ai tort, mais il va falloir qu'il me le prouve parce que j'ai vu cela déjà des Raiders. J'étais partisan des Raiders quand j'étais plus jeune. Là, je suis rendu partisan de la NFL, les partisans de fantasy football, mais avec les Raiders, je suis pas convaincu encore. Et tu l'as vu au quatrième quart. Écoute, les Dolphins, c'est une équipe, une bonne équipe, mais il n'y a pas Will Fuller, Jacoby Brissett et le corps arrière. Et ils ont réussi à rentrer dans le match et forcer la prolongation. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu encore des Raiders. Ben écoute, je suis d'accord. Qu'est-ce que tu dis concernant la défense des Raiders? Je suis vendu
sur la moitié de l'équipe des Raiders. Sur l'attaque, je suis vendu. L'attaque, elle est bonne. Euh, Finalement, on se met à lancer le ballon à Edwards, à Ruggs. On profite du fait qu'on utilise généralement 2 joueurs pour couvrir un Waller. Ces joueurs-là sont laissés à 1 contre 1. Le jeu au sol fonctionne. Même avec un Peyton Barber qui a amassé plus de 100 verges au sol. Mais pour ce qui est de la défense, j'attends de voir cette défense-là contre un bon passeur. Parce que jusqu'à présent, les carrières qu'on a affrontées, Lamar Jackson, Lamar n'est pas un grand passeur. Ben Roethlisberger, on va en parler plus tard, il est rendu au bout du rouleau. Là, Jacoby Brissett, c'est un carrière numéro 2, c'est un bon carrière réserviste, mais sans plus. Donc là, on va affronter Dallas, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine. C'est bien ça. Donc, on a une séquence où on va affronter des meilleurs passeurs. Alors, cette défense-là va être vraiment être mise à l'épreuve lors des prochaines semaines. Je suis vendu pour l'attaque et Derek Carr, mais la défense, ça demeure un point d'interrogation. Mais Miami, Joey, il faut se rendre à l'évidence que les Dolphins ne sont pas une bonne équipe. Ils sont pas une bonne équipe, Joey. Leur ligne à l'attaque, elle est mauvaise. yeah. Brissett était constamment sous pression. On ne crée pas d'ouverture pour le jeu au sol. Miami est dans le trouble. Et puis Tua là, va être absent pendant plusieurs semaines. Il a subi une fracture aux côtes. Et puis même lorsque Tua joue, il ne nous a pas convaincus qu'il avait le potentiel d'être un carrière de concession. Donc non, les Dolphins, je croyais vraiment qu'ils allaient rivaliser avec les Bills pour le premier rang de la section. Mais il faut se rendre à l'évidence. Comme je disais, le portrait commence à s'éclaircir du côté de certaines équipes. Mais je pense que justement, les Dolphins nous démontrent qu'ils ne sont pas aussi bons qu'on l'anticipait. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter sur cette rencontre? C'est juste que les Raiders ont les Chargers lundi soir. C'est pas Ah, les les Cowboys, c'est Chargers, les ok, oui. Chargers. Yeah, Oui, oui, c'est les Chargers, yeah. ok, je vois. Je me À Los souvenais que c'était Angeles. un bon carrière. Donc Oui. là, c'est Justin Herbert, c'est ça. Oui. Donc, Justin Herbert. Bon, merci, Joey, d'avoir vérifié. Mais justement, en fait, là, on va voir qu'est-ce que la défense des Raiders va faire, là. Oui. On vient d'en parler. Qu'est-ce qu'ils vont faire face à Justin Herbert et compagnie? Ça, j'ai bien hâte de voir ça. Mais c'est deux équipes de la même section, on se connaît bien. Alors, ça Yeah. devrait être, en théorie, un match serré. Écoute, on a eu droit à 2 fins de rencontre spectaculaires. Tout d'abord, les Packers contre les 49ers. Aaron Rodgers qui a repris possession du ballon avec 37 secondes seulement écoulées au quatrième quart. Aucun temps d'arrêt. Il a permis aux Packers de se positionner et de tenter un placement de 51 verges qui a été réussi par Mason Crosby afin de vaincre les Niners. Et il y a également eu Ravens contre les Lions. Un placement record de 66 verges réussi par Justin Tucker lors du dernier jeu du match. Je pose la question, quelle a été la fin de la rencontre la plus spectaculaire entre ces deux Ouais. rencontres, entre ces deux matchs? Euh, wow. Les deux étaient incroyables. Moi, je vais aller avec le football du lundi soir. Là, avec, honnêtement, quand Juszczyk a capté cette passe de Jimmy Garoppolo, il restait 37 secondes. Moi, je doute, j'aime pas douter Aaron Rodgers, mais même moi, je me suis dit, écoute, il n'y a pas de temps d'arrêt. Ils vont mettre Davante Adams en double couverture. Pour moi, c'est la fin de match des Packers. Mais ce que je comprends pas, et je veux rien enlever d'Aaron Rodgers, la défensive des 49ers, elle est assez bonne. Mais dans cette situation-là, écoute, fais-les lancer le ballon. Fais Aaron Rodgers lancer le ballon à Robert Tonyan, à Marquez Valdez-Scantling, à n'importe qui, à Randall Cobb, mais Alan Lazard, mais pas Davante Adams, pas 2 fois, 25 verges, et je pense que l'autre était 17 verges. Il faut arrêter ce jeu-là. Tu ne peux pas laisser Davante Adams seul dans le milieu du terrain, même s'il ne reste pas de temps d'arrêt. Et c'est vraiment ça qui a été décevant parce qu'avec 37 secondes, moi, je me mets dans la peau du coordonnateur défensif des 49ers et je me dis, OK, comment est-ce que je peux défendre cela? Et il faut enlever Davante Adams du plan de match là, avec 37 secondes à faire. Je sais que c'est plus facile pour moi de le dire sur mon divan. Je fais mon Monday Morning Quarterback, mais dans ce moment-là, écoute, tu ne peux pas laisser le 17 te battre. C'est trop facile pour Aaron Rodgers dans ce temps-là. Joey, le match s'est perdu avant même qu'Aaron Rodgers embarque sur le terrain. Les Niners ont trouvé une façon de perdre le match sur les unités spéciales. Parce Yeah, qu'on a marqué un touché du côté des 49ers. Là, on a effectué le botté d'envoi, on a envoyé le botté d'envoi à l'extérieur des limites du terrain, dans le fond de la zone des buts. Pourquoi? Pourquoi pas botter le ballon à l'intérieur du terrain et aller de botter au sol? Comme ça, tu écoules du temps. Là, c'est un jeu qui aurait pris 5-6 secondes. Donc, Aaron yeah, Rodgers aurait eu
5 à 6 secondes de moins. On parle de football de situation, situational football, OK, qu'on Yeah. dit en anglais. Euh, on l'a mal exécuté. C'est là que ça a commencé. Parce que si Rodgers a juste 30 secondes, 31 secondes, il n'est pas capable d'amener l'attaque en position de réussir pour tenter le placement victorieux. Donc, tu vois, les unités spéciales, c'est là l'importance des unités spéciales. C'est là l'importance du football de situation. Et on a complètement bousillé ça. Donc, avant même que Rodgers embarque sur le terrain, d'une certaine façon, c'est comme ça qu'on avait perdu la rencontre du côté des Niners. Mais écoute, moi, c'est la fin Ravens-Dion. Le placement de 66 verges de Justin Tucker, de voir ça en direct, de voir le ballon bondir sur le poteau, et puis finalement bondir du bon côté. 66 verges, c'est vraiment spectaculaire comme fin de rencontre. Moi, c'est mon choix entre les deux fins de match. Il y a les carrières recrues. On se souviendra lors du repêchage, il y a 5 carrières recrues qui ont été repêchées en première ronde. Il y en a 4 qui sont carrières partant. Trey Lance, bon, il a obtenu du temps de jeu. Il a même marqué un touché du côté des Niners, mais Garoppolo demeure de carrière partant. Des 4 autres carrières recrues, lequel t'inquiète le plus? Parce que les 4 ont vraiment connu une semaine d'enfer. Ça a vraiment été difficile pour eux. Yeah, moi, je suis inquiet pour. Mais écoute, pour les 2 premiers choix, Trevor Lawrence et Zach Wilson, mais si tu m'en demandes un, là, les Jets, c'est épouvantable. Moi, pendant la saison morte, là, j'étais tellement surpris qu'ils n'ont pas embauché un corps arrière, un vétéran. Même faire un échange pour un Nick Foles à Chicago parce que il n'est pas bien entouré, Zach Wilson, et ils n'ont pas d'autre option au poste de corps. Donc, il m'inquiète beaucoup. Ils n'ont pas marqué de points en fin de semaine contre Denver. Euh, la ligne à l'attaque n'est pas bonne. Je sais qu'il a Elijah Moore, mais en termes d'options en attaque, il n'y a pas grand-chose avec les Jets. C'est juste, c'est pas une bonne équipe. Et ce qui est frustrant, si je suis un partisan des Jets, c'est que on vient d'avoir la même situation. La même situation s'est déroulée avec Sam Darnold. Sam Darnold a été repêché 3e au total. Aucun talent aux alentours de ce corps arrière-là. Et là, il s'en va à Caroline, où il a DJ Moore, il avait Christian McCaffrey avant la blessure, et là, Robbie Anderson. Ils ont des options. Et là, ça va beaucoup mieux pour lui. Et je trouve que, oui, je sais que c'est tôt, mais on est sur la même voie avec Zach Wilson et c'est très, très, très décevant. Oui, puis là, on ne peut plus blâmer Adam Gase. Adam Gase n'est plus là, on ne peut plus le blâmer. Mais Ouais. non, écoute, Zach Wilson mène la NFL au chapitre des interceptions, se fait tabasser, on n'a pas de bonne ligne à attaque. Mekhi Becton, le bloqueur à gauche, n'est pas là. Il s'est blessé au tout début de la saison. Ouais, moi aussi, je suis inquiet pour lui, parce qu'on l'avait vu, écoute, il y a longtemps, là, il y a une vingtaine d'années, avec le grand frère de Derek Carr, David Carr. Était carrière partant de l'équipe d'expansion de Houston, avait été le tout premier joueur sélectionné au repêchage. On n'avait pas de ligne à attaque, il se faisait frapper. Éventuellement, il a perdu sa confiance et jamais devenu le joueur qu'il était supposé de devenir. Je me demande si on n'assiste pas au début du même genre de choses du côté de Zach Wilson. Mac Jones a été victime de 3 interceptions. Moi, les Patriots me déçoivent en général, en particulier leur ligne à attaque. Je croyais qu'ils allaient avoir des meilleures lignes à attaque de la NFL, Yeah. mais ce n'est pas le cas. Là, il se fait déranger, il n'y a pas de support du jeu au sol. Mais pour cette semaine, je sais que Trevor Lawrence aussi, ça ne va pas bien à Jacksonville. Moi, je vais apporter mon attention sur Justin Fields à Chicago. Parce que son entraîneur-chef, Matt Nagy, nous a déjà démontré qu'il n'était pas capable de développer un carrière. Puis ça, Yeah. je ne dis pas à la suite de la performance contre les Browns, où le pauvre Justin Fields a été victime de 9 sacs du quart, que clairement, on n'était pas bien préparé du côté de l'attaque des Bears de Joey. Mais je le disais, même lorsque Mitchell Trubisky était carrière, je suis pas un fan de Mitchell Trubisky, je crois qu'il a des limites en tant que passeur, mais il demeure un bon athlète. Je me disais, pourquoi on n'utilise pas plus de zone read, d'options? Pourquoi on Yeah. ne fait pas déplacer Trubisky plus? Pourquoi on n'utilise pas finalement ses forces? Ça, c'est Matt Nagy. Là, avec Justin Fields, qui est un athlète encore plus rapide et explosif que Trubisky, on n'a même pas essayé de courir avec lui. OK? Là, le directeur général, Ryan Pace, il n'a pas fait du bon travail durant la saison morte. On n'a pas de ligne à l'attaque. Le pauvre gars a été victime de 9 sacs. Il a gagné seulement 68 verges par la passe, Joey. Les 9 sacs dont il a été victime, ça fait perdre 67 verges à l'attaque des Bears.
Donc, officiellement, les Bears ont gagné une verge par la passe. Ça, c'est le coaching. Ryan Yeah. Pace aurait dû être congédié lundi matin. Pas Ryan Pace, Matt Nagy, l'entraîneur-chef, aurait dû être congédié. C'est clairement, il n'est pas un bon entraîneur. Depuis qu'il est à Chicago, il n'arrête pas de nous prouver. Il a déjà ruiné Trubisky. Là, il est parti pour ruiner Justin Fields aussi. Yeah. Et tu as raison, et je sais que la ligne à l'attaque n'est pas bonne, mais de ce qu'on a vu cette saison, en début de saison avec les Bears, c'est que David Montgomery peut courir le ballon. Donc, moi, je suis entièrement avec toi. Il faut établir le jeu au sol et aller avec des RPO. Je sais que des fois, c'est difficile de donner le choix à un corps arrière recru de décider, écoute, est-ce que je garde le ballon, est-ce que je donne le ballon, mais mets-les dans une position pour avoir du succès. Et c'est pas ça qu'ils ont fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, le pauvre gars s'est fait saquer 9 fois, comme tu as dit, 68 verges par la passe. Il était 620 contre. Écoute, les Browns, c'est une bonne équipe, mais Matt Nagy, c'est clair, ne voulait pas jouer Justin Fields. Il ne trouve pas que Justin Fields est prêt, et peut-être qu'il a raison. Mais là, avec Andy Dalton, avec cette blessure-là, tu ne voulais pas aller avec Nick Foles, au moins mets-les dans une position pour avoir du succès. Et ce n'est pas ça qu'ils ont fait. On dirait qu'ils cherchent une excuse de ne pas jouer Justin Fields en début de saison. Moi, en écoutant ce game-là, moi, je me disais, mon Dieu, il essaie de faire voir au monde que, tu vois, j'avais raison, que le jeune n'est pas prêt à jouer. Et je voudrais rouler avec des vétérans, mais c'est pas comme ça que ça joue dans la NFL. Mets ton jeune dans une position pour avoir du succès. C'est pas ça qu'ils ont fait. Et écoute, pour moi, là, Matt Nagy, il faut qu'il soit sur le hot seat parce que moi, je trouve qu'il y a du talent à Chicago. Peut-être qu'ils ne sont pas une équipe de séries éliminatoires, mais ils sont meilleurs que 1-2 et 26-6 contre Cleveland. Oui, ben écoute, je pense pas que Matt Nagy l'a fait par exprès. Je pense que c'est tout simplement de l'incompétence, Joey. Non, Il non, est c'est mauvais. sûr, c'est sûr. Il est mauvais depuis l'année passée, j'en parlais. Il est vraiment, vraiment. C'est pas un bon entraîneur. C'est pas un bon entraîneur-chef. Même à la fin de l'année de la saison, moi, je disais qu'on devait faire le ménage à Chicago, congédier le DG Ryan Pace, congédier Matt Nagy. On va le faire, mais une année trop tard, on va peut-être ruiner Justin Fields pendant ce temps-là. Donc, c'est vraiment déplorable la performance des Bears. Joey, on va y aller maintenant de ta surprise de la semaine. Dis-moi, quelle est ta surprise de la troisième semaine d'activité? OK, mais on en a parlé déjà, là, mais moi, les Chargers, Justin Herbert, je savais qu'il était un très, très bon corps arrière, mais là, je te disais avant que moi, je pense que les Chiefs vont avoir plus de victoires que les Raiders, mais moi, je pense que les Chargers, avec la défensive qui provoque des revirements, même Tevon Campbell, l'ancien des Alouettes, a provoqué un Oui, revirement sur Tyreek Hill. Asante Samuel Jr. avait réussi une interception aussi. Si la défensive continue de jouer comme ça et que tu as un corps élite, Justin Herbert, qui reste en santé, moi, je pense qu'ils peuvent gagner cette division-là. Et écoute, c'était vraiment impressionnant. J'étais vraiment impressionné parce que ce qu'ils ont réussi à Arrowhead dimanche. Et on l'a mentionné, ils retournent à la maison, vont jouer lundi soir contre les Raiders. Et s'il y a une autre performance comme ça, moi, je pense que c'est l'équipe qui peut gagner cette division-là. ouais, ben écoute, moi, ma surprise de la semaine, elle rejoint un peu ce que tu viens de dire. C'est le classement au complet de la section ouest de l'américaine. De voir les Chiefs, là, de regarder, d'aller sur le site web de la NFL ou d'ESPN, de regarder le classement et de voir les Chiefs au dernier rang. Si quelqu'un m'avait dit ça il y a 3 semaines, j'aurais jamais cru à ça. C'est le monde à l'envers, en fait. Tu vois, tu as les Broncos et les Raiders qui ont des fiches de 3 victoires, aucune défaite. Donc, moi, ma surprise, c'est le classement de la section ouest de l'américaine. Maintenant, ta déception de la semaine. Déception de la semaine, c'est moi, je pense honnêtement que je vais aller avec les Buccaneers. Je m'attendais à un match Hmm? beaucoup plus serré. Et je suis pas inquiet. Écoute, je suis pas inquiet pour les Buccaneers parce qu'on a vu l'année passée que c'est une équipe qui a perdu, je pense, 2 fois contre les Saints. C'est une équipe je pense c'était un match assez serré contre Chicago un jeudi soir avec Nick Foles comme carrière où ils n'étaient pas Ah, ils très, avaient très bons, mangé une mais ils ont volée réussi même. à Ouais. gagner. Oui, c'est ça. Donc, moi, je trouve que c'était très décevant. Moi, je pensais que ça allait être vraiment un grand match des deux quarts, mais j'étais vraiment déçu
par les Buccaneers au complet. Je pensais que c'était la game de la semaine pour moi et c'était plutôt dominant de côté des Rams. Moi, ma déception, c'est la défense de Washington, Joey. La défense de Yeah, Washington, avant le début de la saison, on se disait que ça yeah, allait être une des meilleures de la NFL. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Washington afin de terminer au premier rang de la section Est de la nationale. Mais là, écoute, on s'est fait rosser par les Bills de Buffalo et Josh Allen. Et en passant, ça a été le Josh Allen de 2020 qui a finalement refait surface. Il a été responsable de 5 touchés, toute une yeah. performance de sa part. Mais on a accordé une quarantaine de points. C'est supposé être une des meilleures unités défensives de la NFL. Et puis Chase Young, l'année dernière, qui a été la recrue par excellence de la NFL, après 3 semaines, sais-tu combien de sacs il a? Aucun. Aucun sac de la Aucun. part de Chase Young. Comment est-ce possible? Donc, la défense de Washington qui me déçoit énormément. Mis à part Benjamin Saint-Just, Benjamin continue de bien Ouais, jouer. On a même yeah. demandé de courir à quelques reprises Stephen Diggs, qui était un des meilleurs receveurs de passes de la NFL en 2020. Donc, il continue de faire du bon travail, mais le reste de la défense de Washington, pour moi, Yeah. c'est une déception. Est-ce Maintenant, que oui, je veux vas-y. juste ajouter, parce que j'hésitais entre les deux, mais plus grosse déception, l'attaque des Steelers. Je sais Ah, pas, je sais pas comment Ben Roethlisberger va faire pour terminer l'année. On va en parler là, mais ouais, c'était ouais, ouais. quand Je il y les a, ai il y là a dans. non, 19 tentatives de passe à ton porteur de ballon. Là. Je sais que Deontay Johnson ne jouait pas. Chase Claypool a manqué un petit bout de la rencontre. Mais là, Najee Harris, je l'ai dans mon pool de fantasy. Mais écoute, c'est Regarde, inacceptable, Joey, ça. 19. on va en parler tout de suite parce que moi, c'est ma réaction excessive de la semaine, c'est mon overreaction. OK? Tu vois, c'est justement, ce sont les Steelers. Pour moi, ma réaction excessive de la semaine, les Steelers ne participeront pas aux éliminatoires. Tu as commencé d'en parler. Oui, Ben Roethlisberger a passé pour plus de 300 verges. Toutefois, sa moyenne de verges par passe tentée, 5,5 verges. Et puis c'est pour ça que Najee Harris a fini avec 14 réceptions. C'est pour ça qu'il était ciblé aussi souvent. Roethlisberger a peur de tenter de longues passes. Il n'a plus confiance à son bras. Donc là, il lançait à son dépanneur, à Najee Harris, en sortant du champ arrière. Et en plus, Roethlisberger est plus capable de bouger, plus capable de courir, de se déplacer. Yeah, Il est comme une statue. Il a 39 ans. Et c'est ce que je disais en ondes hier. Là, à cause de Tom Brady qui connaît des succès à l'âge de 44 ans, on oublie que généralement, lorsque les carrières arrivent à la fin de la trentaine, ils sont au bout du rouleau. Et clairement, Roethlisberger, il nous l'a démontré lors de la deuxième moitié de la saison l'année dernière. Ça se poursuit cette année. Et puis, la ligne à l'attaque qui n'est pas bonne des Steelers en plus, donc on n'est pas capable de bien protéger. On a toujours une attaque au sol qui est pitoyable, malgré le fait qu'on a repêché Najee Harris. Ça revient encore une fois au problème de la ligne à l'attaque. Donc, moi, c'est yeah. mon overreaction. Les Steelers ne vont pas participer aux éliminatoires. Toi, quelle est ta réaction excessive pour la semaine? Ma réaction excessive, c'est que je suis vraiment, vraiment inquiet pour les Patriots et c'est plus Hmm. une réaction excessive à long terme, là. Mais moi, je pense que c'est la dernière année que Bill Belichick va être entraîneur-chef à New England. Soit qu'il démissionne à la Oh! fin de l'année. Moi, je suis vraiment inquiet pour cette équipe-là. Je ne dis pas que Mac Jones ne sera pas un bon corps arrière, mais écoute, il n'est pas prêt en ce moment. Et ils ont les Buccaneers qui s'en viennent dimanche soir avec Tom Brady. En En plus, les Bucs plus, sont perdus. Donc, je sais, écoute, les Patriots ils vont gagner des matchs parce qu'ils vont jouer contre les Texans dans 2 semaines. Ils vont jouer contre les Jets fin octobre, mais je regarde le calendrier, c'est Buccaneers, c'est Cowboys, Chargers, Panthers, Browns, Titans, Bills 2 fois. Écoute, là, le calendrier n'est pas facile. Il y a des matchs quand même contre les Jaguars, contre les Jets, comme je te dis, contre les Falcons aussi, mais je suis de moins en moins convaincu. Déjà que je pensais que c'était la troisième meilleure équipe de la division parce que j'avais les Dolphins en avant des Patriots. Et là, je suis moins sûr là, de ça, mais hmm. quand même, je pense qu'ils vont en arracher cette année. Et moi, je pense que c'est la fin de l'ère Belichick à New England. Je pense qu'ils vont aller dans une autre direction. Peut-être que ça va être son choix à lui. Peut-être qu'il y en a assez, mais moi, je pense que peut-être c'est trop excessif, Didier. Je te regarde la face et tu es un peu surpris, là. Mais moi, je trouve ils sont dans le trouble. Écoute,
J'ai demandé une réaction excessive, c'est ça, c'est la définition, c'est une réaction excessive. Oui, je trouve que c'est un peu trop, mais en même temps, il y a de la vérité dans ce que tu dis, parce que moi aussi, je suis inquiet pour les Patriots, comme je le disais tout à l'heure, en raison de leur ligne à l'attaque. On n'est pas assez robuste du côté de la Nouvelle-Angleterre. Notre seule victoire, ça a été contre les Jets et Zach Wilson jusqu'à présent. Les Dolphins ne sont pas une bonne équipe, et les Dolphins sont allés à Foxborough, ils ont vaincu les Patriots. Non, non, je suis inquiet, moi aussi. Ben, je crois pas que Belichick va prendre sa retraite. Je crois qu'il aimerait ça devancer Don Shula afin de devenir l'entraîneur-chef qui a le plus de victoires dans l'histoire de la NFL. Mais je t'ai demandé une réaction excessive. C'est ça le but du jeu, c'est d'y aller avec une réaction, une overreaction, comme on dit en anglais. Alors, ça a été bien fait par toi, Joey. Écoute, c'est là-dessus qu'on va se laisser, Joey. Je te remercie de ton passage au podcast. Je sais que ton horaire est chargé. Où est-ce que les gens peuvent te voir? Parce que tu es extrêmement occupé là, avec le travail. C'est un peu Oui, partout, là. absolument. Un peu partout, là, mais de 3 à 7 sur TSN 690 Radio. Tous les jours, lundi au vendredi, on parle un peu de tout. On parle, évidemment, il faut parler de hockey, mais on essaie de parler beaucoup de football aussi. Donc, de 3 à 7 sur TSN Radio, on est là à tous les jours, lundi au vendredi. Ah ben parfait, Joey. Je te remercie puis je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Merci, toi aussi, Didier. Allez, ciao. Alors, maintenant, le moment est venu d'y aller des conseils Fantasy Football en vue de la 4e semaine d'activité. Alors, comme c'est le cas depuis le début de la saison, Marc-André Chaloux va se joindre à nous afin d'y aller de ses conseils Fantasy Football. Marc-André, écoute, ça a été une semaine où il y a eu des blessés, quelques blessés à des positions clés. Alors, écoute, je te cède la place. Dis-nous, là, quelle est ta première recommandation? Quel est le premier joueur là, qui est sur ta liste de priorité que tu vas cibler au niveau du waiver wire cette semaine? On commence notre tour d'horizon en Caroline. Didier Chuba Hubbard, Canadien, Oui, d'Edmonton en oui, oui, natif de Alberta. l'Alberta. Ben oui, ben oui. Exact, exact. Edmonton, c'est un ajout cette semaine essentiel, Didier, avec la blessure de Christian McCaffrey. Euh, c'est moins grave dans le cas de McCaffrey, on dit, mais on va quand même rater quelques semaines. Donc, Chuba Hubbard est vraiment un ajout essentiel cette semaine. C'est un porteur de ballon numéro 1 dans une équipe qui a quand même un excellent jeu au sol, qui utilise également son porteur de ballon en situation de passe. Et ce qu'on peut remarquer, bon, la semaine passée, en relève à McCaffrey, il a obtenu 7,9 points fantasy, 52 verges, 11 courses, 27 verges par la passe. Et j'aimerais ça revenir en arrière l'année passée, Didier, lorsque McCaffrey a manqué une bonne partie de la saison, on a fait confiance à Mike Davis. Et Mike Davis a été, plus souvent qu'à son tour, très, très, très payant au niveau fantasy. Il a obtenu au moins 15 points fantasy dans le tiers des matchs auxquels il a amorcé. Donc, vraiment, on peut s'attendre à le même genre de production de Chuba Hubbard. Je peux peut-être également attirer votre attention sur Royce Freeman aussi, qui est quand même l'autre porteur de ballon chez les Panthers. Mais il faut dire que Royce Freeman, ce n'est pas un excellent porteur de ballon en situation de passe. Et la semaine dernière, bon, Chuba Hubbard a vraiment dominé au chapitre des séquences, au chapitre des jeux, 40-11. Donc, vraiment, Hubbard est l'homme de confiance en ce moment de l'entraîneur-chef Matt Rose. Et c'est un système qui est favorable, disons, aux porteurs de ballon, le système des Panthers. Et les Cowboys, la semaine numéro 4, on n'a pas vraiment vu hier la ligne défensive. Les Eagles n'ont pas été vraiment en mesure de courir. On n'a pas couru puisqu'on a tiré vraiment de l'arrière rapidement. Mais c'est une défense améliorée par rapport à l'année passée, mais ce n'est pas encore une excellente défense. Donc, je pense qu'on peut trouver des points avec Hubbard et je pense que ça va être un excellent duel pour le porteur de ballon canadien. Ouais, Hubbard qui a été un joueur extrêmement productif durant sa carrière à Oklahoma State. Alors, écoute, à ce moment-ci de la saison, c'est toujours bien lorsqu'on peut trouver un demi à l'attaque partant au niveau du waiver wire. Puis là, soudainement, la blessure à McCaffrey donne une opportunité. En tout cas, si vous avez repêché Christian McCaffrey, il n'y a aucun doute que vous devriez cibler Chuba Hubbard pour toutes les raisons que Marc-André vient de dire. Maintenant, ta deuxième recommandation, c'est un autre porteur de ballon. Il s'agit de Jeff Wilson. Didier, en fantasy, le but, c'est d'être dans un navire. Il faut voir à l'horizon. Il faut voir plus loin que le bout de son nez. Et ce qu'on remarque avec les 49ers en ce moment, c'est que les porteurs de ballon, ils en ont une collection, ils en ont peut-être 12 000 à peu près.
mais c'est qu'il n'y en a aucun de bon, vraiment. Et Jeff Wilson, bon, Ils sont il s'est tous déchiré. blessés. Exact. Et Jeff Wilson, il s'est déchiré, pour faire la petite histoire, il s'est déchiré un ménisque au mois de mai. Il est admissible à revenir à la semaine numéro 8. Il faut dire aussi que les 49ers ont une semaine de congé lors de la semaine numéro 7, donc ils pourraient revenir dans 3 matchs. Donc, ce qui est important ici à savoir, c'est qu'il faut battre en milieu fantasy, il faut battre l'adversaire, il faut devancer la compétition dans votre ligue. Et pour les gens qui ont des places qu'on appelle de IR ou une liste des blessés ou un onglet blessure là, dans leur fantasy, c'est une excellente idée en ce moment d'aller chercher Jeff Wilson sur le fil de joueurs autonomes, sur vos waivers et le placer dans cette position parce que, bon, on ne se le cachera pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, lors du dernier match, je veux dire, on cherche des solutions du côté des 49ers au niveau des porteurs de ballon. Lors du dernier match, on a utilisé Kyle Juszczyk, le centre arrière. Je pense que même lors du dernier match, à un moment donné, contre les Packers, je pense que le meilleur au sol, c'était George Kittle, qui avait le plus de verges au sol. Donc, vraiment, Jeff Wilson, c'est le meilleur porteur de ballon des 49ers l'an passé. 600 verges, 7 touchés en 11 matchs. Et on a vu Trey Sermon, c'était cute, mais ça n'a pas fonctionné tant que ça. Kyle Juszczyk, je pense sincèrement qu'Elijah Mitchell, s'il revient cette semaine, ce sera lui. Puis ensuite, on fera confiance à Jeff Wilson lorsqu'il sera de retour. Il reprendra, selon moi, sa place de porteur de ballon numéro 1 des 49ers. Et on sait que dans l'attaque des Niners, un porteur de ballon, ben, c'est payant. Ouais, du côté de Las Vegas, bon, on a été privé des services de Josh Jacobs. Son remplaçant, Peyton Barber, a connu un fort match, il a amassé plus de 100 verges au sol. Est-ce que tu crois que ça va se poursuivre? Parce que Jacobs est ennuyé par une blessure achevée et une autre à un orteil. Alors, sa présence est toujours incertaine pour la 4e semaine d'activité. Et je me demande qu'est-ce qu'on fait avec Kenyon Drake. On paye 12 millions pour rester sur le banc. Ça, c'est Ouais, même lorsqu'on l'a vu ce contrat, on se posait la question. Hein? C'est du grand John Gruden et je lisais récemment que John Gruden était hopeful, c'est-à-dire espérait vraiment voir Josh Jacobs s'entraîner cette semaine. Donc, hopeful pour moi, je pense pas qu'il sera de retour. On aura peut-être une autre semaine pour profiter de Peyton Barber. Peyton Barber a été dominant la semaine dernière, 20 points fantasy, 111 verges, tu l'as mentionné, 23 courses et il a vraiment dominé les portées 23-8 également. Donc, il est présentement l'homme de la situation dans le charnière des Raiders et on a les Chargers dans le collimateur lors de la semaine numéro 4. Donc, j'ai bien hâte de voir et Peyton Barber est une option intéressante à court terme, évidemment. Si Josh Jacobs joue, Peyton Barber devient une option vraiment pas envisageable. Mais bon, pour l'instant, c'est bon de le mettre sur votre banc et de voir évaluer ou regarder la situation chez les Raiders au cours de la semaine, mais il est clairement devant Kenyon Drake pour le moment. Oui, surtout que l'attaque des Raiders fonctionne bien, l'attaque par la passe. Donc, si ça affronte les Raiders, la priorité, c'est d'arrêter les jeux explosifs par la passe. Donc, ça devrait donner des opportunités aux jeux au sol et à Barber s'il fait toujours partie de la formation partant. Maintenant, tu as 2 vieux de la vieille, là, 2 vétérans receveurs que tu nous suggères d'aller chercher. On va commencer par Emmanuel Sanders, porte-mettant les couleurs des Bills de Buffalo. Emmanuel Sanders, ça fait quelques semaines, vraiment, on sentait que ça s'en venait dans son cas. Puis c'était vraiment le jeu de Josh Allen qui, on disait, ralentissait l'éclosion ou ralentissait un peu les opportunités qu'il avait. Mais là, vraiment, Josh Allen, tu en as parlé tantôt avec Joey, ça a vraiment été le grand déblocage de Josh Allen de 2020. Donc, Emmanuel Sanders a connu vraiment un excellent match. 94 verges, 2 touchés, plus de 20 points fantasy. Il est clairement la deuxième option dans l'attaque des Bills et je pense sincèrement que Josh Allen, lorsqu'il joue comme ça à un tel niveau, il peut soutenir vraiment même 3 options parce que les Bills ont fait juste vraiment passer. Il peut soutenir Stephon Diggs qui devra peut-être connaître davantage de succès. C'est pas très payant en ce moment dans son cas, mais il peut soutenir Stephon Diggs, il peut soutenir Emmanuel Sanders et même Cole Beasley, je vais en parler tout à l'heure, peut être une option quand même intéressante. Il faut dire que Emmanuel Sanders a disputé 79% des jeux de l'équipe en attaque contre Washington. Ça, c'est le plus haut total chez les receveurs de passe. Et ce qui est intéressant aussi, Didier, c'est qu'il est une cible de choix dans les zones médianes et profondes, plus que jamais dans sa carrière.
Ça aussi, c'est intéressant. Josh Allen semble lui faire confiance pour des longs jeux, pour des longs gains. Et ça, Fantasy, ça prend pas grand-chose pour devenir payant à ce moment-là. Et bon, quel festin, hein? Lors de la semaine numéro 4, on affronte les Texans de Houston. Alors, vous pouvez insérer tous vos Bills, tous vos receveurs des Bills dans la formation. Ça devrait être assez payant, merci. Ah, écoute, l'ami du podcast Anthony Auclair va pas aimer ça, là, que tu crois que ça va être une victoire facile des Bills contre sa formation des Texans de Houston. Et l'autre recommandation, oui, comme je le disais, c'est un autre vétéran. Il s'agit de A.J. Green des Cardinals de l'Arizona. Je pense que je dois faire mon mea culpa en vous parlant de Rondell. Je vous ai tellement parlé de Rondell Moore la semaine dernière. Je l'ai moi-même, tu sais, pour ceux qui croient que on dirait que tu avais eu un coup de mes propres conseils. Tu avais l'air de quelqu'un qui était en amour. Et pour ceux qui pensent que je n'applique pas mes propres conseils, sachez que je l'ai starté dans un pot. J'étais victime de son 2 verges au niveau fantasy la semaine dernière. Mais ce qui m'amène à vous parler peut-être de A.J. Green, il faut se rendre à l'évidence. Il a été ciblé au moins 6 fois dans chacun des 3 premiers matchs des Cards. Et ça fait au moins, lors de 2 de ces 3 rencontres, il a obtenu au moins 10 points fantasy. Donc, A.J. Green semble être en mesure de trouver un rythme avec Kyler Murray. Et surtout, on note que Kyler Murray le regarde régulièrement dans la zone payante. Et ça, en fantasy, tu te fais regarder dans la zone payante, tu deviens payant. Par exemple, lors de la prochaine semaine, la semaine numéro 4, il faut dire que les Cardinals affrontent les Rams. Et on peut probablement supposer que Jalen Ramsey couvrira DeAndre Hopkins, qui, en passant, DeAndre Hopkins semblait quelque peu blessé ou avoir subi une blessure ou était mal en point, disons, lors du dernier match. Donc, ce serait intéressant de voir les opportunités que ça pourrait procurer à A.J. Green, qui pourrait connaître un autre fort match. Ça reste à voir. Oui, absolument. Écoute, cette attaque des Cardinals, elle est très explosive. Comme tu viens de le dire, il y a beaucoup d'options à la disposition de Kyler Murray, qui est une bonne chose pour Kyler Murray, pour Cliff Kingsbury, pour les Cards, au niveau du fantasy football. Ça devient un peu plus difficile afin de savoir quel joueur va performer d'une semaine à l'autre. Écoute, si tu le veux bien, on va enchaîner maintenant avec tes autres recommandations, les autres joueurs qui retiennent ton attention en vue de la 4e semaine d'activité. Il y a un joueur que j'aime beaucoup parmi ces 5 joueurs-là. Il s'agit de Alexander Mattison, le demi à l'attaque des Vikings. La production de Madison va vraiment dépendre de l'état de santé de Dalvin Cook. Je crois présentement, de ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, que Dalvin Cook pourrait être de retour lors du match de cette semaine des Vikings, c'est contre les Browns. Mais si ce n'est pas le cas, Alexander Mattison devient très payant la semaine passée, 17 points de fantasy contre les Seahawks. Il est vraiment une option intéressante si Dalvin Cook ne joue pas. Oui, et puis ça vaut la peine, si vous êtes propriétaire de Dalvin Cook, d'aller chercher Madison s'il est disponible pour le garder sur votre banc, parce que Dalvin Cook a l'habitude de rater des matchs ici et là. Alors, d'avoir un Madison, au moins, là, ça vous donne une sécurité. Là. J'ai vu que tu avais souligné le nom de Cole Beasley. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Cole Beasley, 14 points fantasy lors de 2 de ses 3 matchs. On a parlé de l'attaque des Bills tout à l'heure. Je veux dire, il a été ciblé également 13 fois. Donc, Josh Allen le repère sur le terrain et en format PPR. Donc, on reçoit un point supplémentaire pour une réception, pour un catch. Il est extrêmement payant. Oui, il a eu des ennuis lorsqu'il a été couvert par Benjamin Saint-Just. Benjamin Saint-Just qui a été un des rares joueurs du côté de la défense de Washington qui a bien joué contre les Bills. Et écoute, cette semaine, on va parler également de joueurs qui se sont démarqués, qui ont donné le sourire à leurs propriétaires au niveau du fantasy football lors de la dernière semaine. Alors, quels sont les joueurs qui ont retenu ton attention avec des brillantes performances? Bien, après 3 semaines, je veux absolument parler de Mike Williams. Je ne sais pas, Didier, si en ce moment, dans ton fantasy, qui tu prendrais entre Keenan Allen ou Mike Williams, même dans la même équipe? Ouais, c'est une bonne question. Hein. Écoute, ils vont pas affronter les Chiefs à toutes les semaines. C'est Mike Williams, il s'est amusé contre la défense de Kansas City. J'irai avec le vétéran Keenan Allen, parce que Keenan Allen a été plus constant dès son arrivée dans la NFL. Mike Williams, en tout cas, depuis le début de sa carrière, qu'on attend de le voir jouer avec constance,
là, peut-être que c'est finalement cette année, parce que là, il joue bien depuis le début de la saison. Mike Williams a obtenu un total de 55,5 points fantasy en format standard après 3 semaines. C'est 80 en PPR. Et il également, ce qu'on note, c'est que Justin Herbert également se penche, tente de le repérer dans la zone début. 3 de ses 4 touchés sont dans la zone payante cette saison. Il est vraiment à prendre au sérieux cette saison, Mike Williams. Il n'a que 26 ans, il va avoir 27 ans la semaine prochaine. Et je lisais qu'il a été encore la semaine dernière sur le banc de plus de 50% des gens dans les ligues d'ESPN. Donc, vraiment, il est à prendre au sérieux. C'est la grande éclosion. Je pense sincèrement qu'à ce rythme, il pourrait être un receveur de passe top 15, voire top 20, top 10 peut-être même au niveau fantasy. Et c'est un receveur qu'on repêchait dans les rondes 8, 9, loin, loin, loin. Il peut, le rapport qualité-prix ou le rapport sur investissement sera vraiment intéressant, voire énorme. Et ce sera intéressant de le voir contre la défense des Raiders. On en avait parlé un peu tantôt. J'ai bien hâte de voir comment on va l'utiliser, mais c'est vraiment intéressant de voir cette année avec Justin Herbert, avec vraiment 2 receveurs numéro 1, un A, un B. Quel est lequel? Moi, je préfère encore Keenan Allen aussi, mais je veux dire que c'est prêt quand même, hein? Les deux de semaine en semaine, mais c'est aussi, on peut voir que Mike Williams, c'est une cible énorme aussi dans la zone début pour Justin Herbert. Gros gabarit, ouais. Exact. J'ai bien hâte de voir contre les Raiders comment ça va se dérouler, mais c'est ça. Faut qu'il reste en santé, Mike Williams. C'est un peu ça le problème depuis le début de sa carrière. Oui. Et l'autre joueur qu'on veut souligner, là, qui est incroyable depuis le début de la saison, il s'agit de Cooper Kupp, qui est le meilleur receveur de la NFL après 3 semaines d'activité. La chimie a été instantanée avec Matthew Stafford, il semble. À Los Angeles, on dit que Cooper Kupp a été déjeuné régulièrement avec Matthew Stafford. Depuis ce temps-là, c'est même ça commence une bonne relation. Exact. Mais les déjeuners, c'est le meilleur repas de la journée, qu'on dit. Hein. C'est mon repas favori, Marc-André. T'es un gars de brunch? Ouais. Je suis un gars de déjeuner, crêpes, omelette, let's go, on y va. Pancakes, come on. Bacon, naturellement, je suis là. Cooper Kupp, c'est le meilleur joueur fantasy présentement après 3 semaines qui n'est pas un corps arrière. Donc, il est vraiment impressionnant. 66,2 points fantasy dans les pools standards et on rajoute 25 points de plus puisqu'il a 25 catchs dans les pools PPR. Donc, plus de 90 points fantasy en PPR. Et comme vous en avez parlé tout à l'heure avec Joey, il a vraiment une complicité incroyable avec Matthew Stafford, déjà 5 touchés. Et je voulais porter ton attention, Didier, sur le calendrier, la suite des choses pour les Rams. Cardinals, Seahawks, Giants et ensuite Texans, Titans. C'est-tu pas des grandes défenses? Non, c'est pas des grandes défenses. C'est-tu pas fabuleux? Je pense sincèrement qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Cooper Kupp. J'aimerais ça, personnellement, que Robert Woods se mette déjeuner un peu avec Matthew Stafford et peut-être Cooper Kupp pour essayer de se mettre en marche, mais sinon, Cooper Kupp est juste incroyable depuis le début de la saison. Oui, non, vraiment, il est sensationnel. Là. Ça, c'est sans exagération. Et le dernier joueur que tu aimerais souligner, ben écoute, c'est Derrick Henry. Derrick Henry qui ne semble pas vouloir ralentir. Il a connu une semaine, je veux dire, plus ordinaire pour ses standards cette semaine. Il n'a pas trouvé la zone des buts, mais c'est le meilleur porteur de ballon fantasy après 3 semaines, 65,8 points fantasy. Et le point que je voulais amener, c'est qu'il a déjà 12 réceptions en 3 matchs. On sait que dans sa carrière, n'était pas réputé pour être un porteur de ballon efficace dans le jeu de passe, mais vraiment cette saison, il est quand même utilisé dans le jeu de passe et ça pourrait devenir vraiment, ça pourrait le propulser au niveau fantasy à d'autres niveaux encore. Et bon, cette semaine, les Titans affrontent les Jets. Tu sais, Didier, quand tu vas dans un buffet à la Casa Corfou, puis tu manges trop, puis tu te détaches un bouton ensuite parce que tu as trop mangé, mais je pense que ce festin gargantuesque en vue contre les Jets, Derrick Henry, pour ses propriétaires fantasy, écoutez, ça enjoy! Ouais, écoute, je suis un gars de déjeuner, comme je te l'ai dit. Là, les buffets, ça me laisse un peu indifférent. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si les buffets sont encore ouverts avec la pandémie. Il me semble que c'est pas une bonne formule là, que 20 personnes touchent à la même cuillère, à la même fourchette. Mais peu importe, Derrick Henry
alors fait partie de tes vedettes fantasy après 3 semaines. Les gens qui l'ont repêché sont naturellement satisfaits, ne regrettent pas leur choix. Écoute, Marc-André, on a fait le tour. Encore une fois, ce fut un plaisir de t'avoir et d'écouter tes conseils fantasy football. Alors, vous pouvez trouver Marc-André si ces conseils vous permettent de gagner votre semaine sur Twitter naturellement. Alors, écoute, Marc-André, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Pour les gens qui nous regardent ou qui ont téléchargé le podcast, qui nous écoutent, eh bien, on vous remercie de le faire et on se reparle la semaine prochaine.